chanson Oran, accompagnée de très belles images vues du ciel de Wahran. Alors cette ville qui a fait beaucoup couler beaucoup d'encre sur elle, que ce soit sur sa civilisation, son histoire, ses sites historiques, et bien sûr Oran est devenue métropolitaine. Et bien aujourd'hui nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. J'espère que notre programme de cette matinée répondra à vos attentes. Et bien comme d'habitude et comme d'accoutumé, et bien on commencera par la rubrique de droit avec notre avocate. Voilà. Pas conseillère juridique, je dirais avocate à la cour d'Oran. Eh bien, c'est Madame Djamila Saber. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Alhamdulillah. Vous allez bien? Bien, merci. Bien, aujourd'hui, ça va vraiment. Oui, sujet très intéressant. C'est un sujet très intéressant, y compris pour vous, nos chers amis téléspectateurs. Eh bien, ça parlera un petit peu de la loi relative à la protection des données personnelles. Eh bien, là, vous allez découvrir beaucoup de lois avec nous et à travers Djamila Saber. Et bien sûr, ça parlera de puisque la tenue du colloque international qui s'est passé le 15 à l'université Mohamed Boudiaf au département d'architecture, eh bien c'est le colloque international sous le titre de Les enjeux de la culture et du tourisme à l'ère du numérique. Et bien sûr, on partira, on va dire aujourd'hui nous allons parler médecine. Alors ça parlera et ça tournera autour de l'acuité et de la correction de l'acuité visuelle avec professeur Abdelilah Chiali qui sera présent avec nous, qui va nous présenter des nouvelles techniques concernant la correction de l'acuité visuelle. Et bien sûr, on parlera de théâtre, puisque le théâtre de Mostaganem sera présent avec nous et on va parler du concours de l'écriture du théâtre et ça sera avec des invités et pas des moindres. Et bien sûr, on finit comme on commence en beauté, on finit toujours, nous, en beauté. C'est à Oran que ça se passe. Eh bien, on parlera du salon, de la deuxième édition du salon du safran. Oui, l'or rouge, on parlera avec le représentant de la direction de l'agriculture et bien sûr l'organisateur du salon. Voilà tout pour cette matinée. Eh bien, comme d'accoutumé, on commence par une très belle chanson tirée du terroir puisque nous sommes toujours dans le mois du patrimoine qui verra sa clôture demain le 18 mai. Eh bien, croyez-moi, c'est une très belle chanson qui va vous entraîner vers le passé et bien sûr avec le grand, l'unique Rabbi Yarhamou Hamdi Bennani, l'Ayoun l'Ahbara. سلمون على الأحبابي في وهران سلمون على الأحبابي في القرب وفي البعد يا ربي يا ربي عيون الأحبار يا ربي يا ربي عيني الأحبار يا ربي يا ربي عيني الأحبار قولوا لي كيف نعمل مع المسرانة يا ربي يا ربي عيون الأحبار يا ربي يا ربي عيون الأحبار يا ربي يا ربي عيون الأحبار قولوا لي كيف نعمل مع المسرانة لقيتها في الفتحية العزيزة عليا كلمتني بخفية فهمت لي إشارة المالي رجليا وجهي معايا أنا والجزائرية طحنا خبالة ولقيتها في المرسم صرت نخمم حين عليا وارحمها يا الغدارة راني منك هايم كيفاش نعمل راني وحدي حاصل مع المسرى
مرفاتع وخدود وتفافا خلى قلبي مجروح كيفاش تبارا انا راني مسافر ابقى وفي السلامة واللي قلبه كاس عمره ما يبا يا ربي يا ربي عيون الحمارة يا ربي يا ربي عيون الحمارة يا ربي يا ربي عيون الحمارة قولوا لي كيف نعمل مع المسألة خرجانين الحمام في الريحية خرجانين الحمام في الريحية خرجانين الحمام في الريحية مدري هذا الليل عيشانية يا ربي يا ربي عين الحمارة يا ربي يا ربي عين الحمارة يا ربي يا ربي عين الحمارة قولوا لي كيف نعمل مع المسرارة Il y a beaucoup de mselaret, de toutes les façons en Algérie et notamment ici même à la station régionale d'Oran. Eh bien, je leur offre Gal mselaret Tawaharan. Je leur offre une très belle chanson interprétée par feu Hamdi Beneni. Alors, l'homme en blanc d'ailleurs, et on fait un petit clin d'œil à tous nos compatriotes et à tous nos amis de la station régionale de Constantine, de Annaba aussi. Alors, tous les habitants de Annaba, de Constantine, de Betna, etc. Donc, tout l'Est algérien, on leur fait un joli coucou. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, nous avons avec nous Maître Djemila Saber. Ça va? Alhamdoulilah. Alors, aujourd'hui, il va être question de loi relative à la protection des données personnelles. Tout Déjà, à fait. alors, on va commencer. Qu'est-ce que la protection des données personnelles? Donc, bonjour chers téléspectateurs. Donc, je tiens d'abord à donner le titre en arabe parce qu'à chaque fois, on me sollicite pour que je puisse le traduire en arabe. Oui. Donc, la loi relative à la protection des données personnelles. Donc, القانون الخاص بحماية كل المعطيات ذات الطابع الشخصي. Voilà. Donc, Je pense que vous avez compris. Hein? Voilà, donc cette loi d'abord, elle a été promulguée, vous allez voir, cette loi en particulier a un historique un peu particulier. Donc c'est une loi qui a été promulguée en 2018. Donc c'est ce qu'on appelle la loi 1807. Donc, et elle ne sera applicable qu'à partir de ce mois d'août 2023. Au témoin d'un doute. Depuis 2018 jusqu'à maintenant. Ah, peut-être parce qu'il y avait la Covid, c'est Non, ça? ça n'a rien à voir avec la Ah non? Covid. Non, non. Oh, il y a eu bien encore des pire. lois qui ont été promulguées pendant la période du Covid, et donc qui ont été appliquées pourquoi? tout de suite. On l'ignore, mais je vais d'accord. expliquer Très et tout bien. ça. Donc, De toute façon, il n'est jamais trop tard pour bien tout faire à fait. aussi. Hein, donc, ça Parce va. que, voilà, donc il y a eu d'autres décrets qui ont, c'est-à-dire conforté cette loi pour qu'elle puisse être applicable et appliquée en bonne et due forme, et afin que le citoyen algérien soit protégé au maximum, qu'il soit sur le territoire national ou outre le territoire, en dehors du territoire national. Alors, on va expliquer. Donc, c'est quoi? Donc, d'abord, la protection des données personnelles. Données personnelles je précise, de la personne physique. La dernière fois, je l'avais expliqué qu'il y avait une différence entre la personne physique et la personne morale. La personne physique, c'est nous. Voilà, des êtres humains, c'est-à-dire des individus qui fabriquons, qui constituent la société. La personne morale, c'est tout ce qui est société, organisme, association et tout. Cette loi, elle est précisément pour les personnes physiques, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire, on a des informations personnelles. D'abord, nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone. Alors, il y a les données personnelles générales et il y a les données personnelles sensibles.
très sensible. Alors, dites-moi. voilà, donc il y a ça, il y a ce qu'on appelle la filiation complète aussi, fiche 2 et 2 et 2 et 2, Oui. et tout ça. Donc les données personnelles sensibles, Ça, c'est privé. très privé. C'est pour cela, la loi est là pour protéger non seulement quand on parle la vie privée de l'individu plutôt, et son honneur et sa dignité. Parce que si Effectivement, on touche à ces données, on oui. touche à sa vie intime et privée. Exactement. Tout à fait. Et ce qui s'est passé. Sinon, on ne l'appellerait plus Tout à fait. vie privée, Tout ni à vie fait. intime, ni rien du tout. Tout hein. à- Donc, Surtout avec l'avènement de ce qui est l'Internet et tout ça, il y a eu un abus de... Ah oui, voilà. ça oui. D'ailleurs, De on se non-respect. retrouve avec plusieurs comptes en notre nom et des fois, on ne se rend même Tout pas à compte. fait. Jusqu'à ce que nos amis, d'ailleurs, ils nous appellent et ils nous disent voilà, Même on vos a reçu. informations sont volées, carrément. Exactement, elles sont volées. Voilà. Et les photos aussi, Tout, elles tout. sont volées. Donc, Tout. Donc là, les données personnelles sensibles, Mais pour déposer plainte, on s'adresse à, j'arrive. J'arrive. comme on dit en arabe, au sabbiqul ahdath. Exactement. Voilà. Donc, J'attends que les sanctions, moi. Tout à fait. Non, mais ce qu'il leur Parce faut. qu'à chaque fois, on me le Tout fait à d'ailleurs. fait, oui. Donc, les données personnelles sensibles, donc tout ce qui est trait à votre génétique, à votre race, à votre... Ne me volez pas ma race, hein, j'y tiens. Voilà, à votre race, à vos, c'est-à-dire tendances politiques, vos opinions politiques, philosophiques, Ah non, moi, c'est l'Algérie. appartenance syndicale, tout ça, ça rentre. Et aussi tout ce qui est trait à votre psychique, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont un dossier médical, c'est-à-dire psychique ou autre, et tout ça, parce qu'on va voir, c'est une loi qui est très profonde. très- Généralement, ils cherchent si on n'a pas de problème psychiatrique ou psychologique, Oui, tout à fait. pour qu'ils puissent avoir au moins un sujet de discussion dans leur. à fait. Bon, Tout ça moi, est protégé, tout ça moi, est je pense que protégé. ce sont des personnes qui n'ont rien à faire. Tout à fait. Oisiveté, maîtresse de tous les vices, Tout de à toutes fait. les façons. Tout ça est protégé Donc, non seulement par le secret médical et aussi par la vie Eh oui. privée aussi. Eh oui. Donc cette loi, elle est là pour protéger la vie privée, l'honneur de l'individu plutôt lui-même. Donc là, on est passé là. Donc cette loi, c'est-à-dire cette loi protège les personnes physiques contre qui? Contre tous les responsables du traitement de l'information concernant qui ont une relation avec nous. C'est-à-dire où il y a les responsables directement, où il y a les sous-traitants. Donc, je vais vous donner un exemple pour que le parce que Oui, c'est voilà, un peu... pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Oui. Donc, les responsables, par exemple, nous, organismes publics ou privés. L'organisme public, par exemple, on va refaire notre passeport, notre carte nationale, notre permis, ça, c'est des données. La banque aussi, Algérie Télécom aussi, oui. ils ont nos données. Ces données doivent être protégées. Les sous-traitants, je vais vous donner, par exemple, un exemple. Par exemple, on va voir quand vous demandez un visa. Oui. Ce qu'on a vu avec l'ambassade de France, elle a pris un sous-traitant, ce qui est Oui, TLS, effectivement, qui TLS traite- ou BLS. voilà. oui. Donc, et l'Espagne aussi, donc le consulat général d'Espagne, qui traite ce qui fait traite ces les dossiers. demandes de visa, mais ils ont un accès direct des données personnelles de Effectivement. toute une nation, Ah bah de oui. tout un peuple. Ah bah oui. Donc, qui va protéger? Nous, on était une poignée, je me rappelle, à l'arrivée de ces sous-traitants, on avait parlé. Qui nous protège? La loi, elle n'y était pas. Et tout ça. Donc, il y a ça, c'est très, très important. Bon, après, il y a eu la promulgation de la loi, mais il y a eu parce que les gens écrivaient aussi, qui protègent, parce que ces données sont vendues. Je ne sais pas si sont vendus à l'étranger, Ah bah oui. c'est-à-dire il y a déjà, j'avais parlé du darknet, des gens qui volent. Oui, Il y a les effectivement, acteurs on a de fait, l'industrie aussi pour cibler leur publicité. Des fois, vous êtes sur votre compte, vous voyez une publicité qui vous cible directement. Effectivement, Parce oui. que vos données ont été vendues. Moi, Illicitement. d'ailleurs, des fois, je me dis peut-être qu'ils sont en contact direct avec nous sur le net. Parce que des fois, dès qu'on discute, par exemple, on discute d'un truc Ouais. entre nous. Et là, juste un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, hop, il y a une publicité sur le sujet Tout à fait. même. Parce que vos C'est données quoi sont vendues illicitement, illégalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette loi qui protège. Elle sera, j'ai dit, applicable à partir du mois d'août. Et la pierre angulaire de cette loi qui va, c'est-à-dire faire gérer cette loi, la faire appliquer et tout ça, il y a ce qu'on appelle, il y a un organisme Oui. qui est appelé Autorité nationale
pour la protection des données personnelles, ce qu'on appelle en arabe السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. Cet organisme, c'est un organisme administratif indépendant qui est relié Il se trouve où? à Alger, qui est rattaché directement au président de la République. Très bien. Donc il a certaines prérogatives de la police judiciaire. Donc on va voir, c'est-à-dire il peut, accéder aux données directement, aller se déplacer sur les lieux où ces données sont traitées, c'est-à-dire sauf les domiciles, c'est-à-dire pour vérifier dans quel état, comment ces données sont protégées, comment, c'est-à-dire sont gérées et tout ça. Donc cet organisme a une puissance, un pouvoir incroyable et il a été installé par décret présidentiel mai 2022 et bientôt, avec l'application, le mois d'août, il sera, c'est-à-dire ouvert. Donc, tout citoyen algérien qui se sent lésé, il a le droit. Déjà, c'est-à-dire ils sentent que ces données ont été utilisées ou mal, qui n'a pas été informé où vont ces données et tout ça, peut saisir cet organisme. Déjà, ils ont dit, c'est un organisme dont le président, c'est un magistrat constitué de 16 personnes multidisciplinaires. Hein. D'accord. Et comment contacter cet organisme? C'est sur le site. Ah, ils ont un site. Ils vont mettre. Vous tapez autorité nationale pour la protection des données personnelles. Surtout que maintenant, tout est relié à la présidence. Tout. Donc, cet organisme, il est rattaché alors, directement. et en cas de dépassement, voilà. À qui s'adresser déjà? Où déposer plainte? D'abord, il faut commencer par cet organisme, qui représente l'autorité nationale donc, pour la protection des données personnelles. Il peut sanctionner d'abord par un avertissement, une amende, ou c'est-à-dire le retrait de ce qu'on appelle le récépissé donc de la déclaration ou de l'autorisation. Parce que maintenant, tout le monde doit passer par cet organisme. Il demande une autorisation pour pouvoir traiter ces données personnelles. Donc, dans le cas, donc aussi, il peut leur retirer, donc où il y a non-respect donc du traitement des données personnelles, il peut retirer pour une période qui ne dépasse pas une année le récépissé de l'autorisation du traitement de ces données-là. Donc, et il peut être aussi, le responsable du traitement ou le sous-traitant peut avoir une amende de 500 000 dinars. Dans et le la cas, sanction? C'est ça la sanction. Dans le cas où on dépasse, ça touche la vie privée carrément, on peut aller devant un tribunal carrément. Donc c'est une atteinte à la vie privée. Donc la loi est claire dans ce sens. Mais j'aurais aimé qu'elle soit plus répressive, comme les lois qui ont commencé à partir de 2020. Alors quelle est la sanction? Ça ne dépasse pas 5 ans. Ça dépasse pas les 5 ans. Ça ne dépasse pas les 5 ans avec des amendes qui ne dépassent pas aussi les 500 000 dinars. Mais quand même, ça a son poids et tout ça. Et que le citoyen algérien, vous avez le droit de demander. Si quelqu'un vous demande vos informations, où vont mes informations, où vont mes données personnelles, qu'est-ce que vous allez en faire, comment, il peut aussi rectifier. S'il y a des personnes qui ont changé de nom, qui ont de statut et tout ça, ils peuvent rectifier aussi. Donc la loi existe et elle sera applicable à partir du mois d'août dans 3 mois. Alors ne vous laissez pas faire, ne donnez pas vos données à n'importe qui. Exactement. Voilà. Donc essayez de vous protéger. Tout à fait. Donc, et il y a toujours un organisme qui vous protège, tout à donc, fait. Notamment, et une loi quand même. Tout On à n'est fait. pas dans une jungle non plus. Hein, Voilà. donc il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a aucune loi, donc, alors qu'il y a des sanctions, il y a des lois. Donc il faut toujours se référer aux organismes. D'ailleurs, excuse-moi, juste un point, même l'État algérien, donc dans le cadre d'échange d'informations, c'est-à-dire quand les crimes transfrontaliers, a exigé, j'en ai parlé dans la loi 1806, c'est-à-dire même quand il y a un trafic de drogue énorme et tout ça, quand un État, le requérant, demande à l'État algérien d'échanger les informations, l'État algérien exige que ces données-là vont être utilisées juste pour ces informations, juste pour, c'est-à-dire ce crime-là, et que cet État, c'est-à-dire a la même loi que l'Algérie pour la protection des données personnelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Avec un autre sujet aussi. Inch'Allah. Très bien. Alors, on va vers sujet signé Massine Hamia sur la tenue du colloque international Les enjeux de la culture et du tourisme à l'ère du numérique. Et on se retrouve juste après. S'informer sur les technologies et les techniques pour faire la promotion touristique et consolider les acquis en termes d'infrastructures et du patrimoine architectural, ainsi que les enjeux à l'ère numérique,
Telle est la thématique du colloque international organisé par la faculté d'architecture et de génie civil. أهمية الملتقى هو استعمال التكنولوجيا الرقمية في تطوير وترويج السياحة. الاستفادة من خبرة خبراء دوليين وخبراء وطنيين من مختلف الجامعات الوطنية. الجزائر تسخى بتراث عالمي يجب الاستثمار فيه وتسويقه. L'important potentiel touristique de l'Algérie ainsi que son riche patrimoine, notamment architectural, invite les spécialistes du secteur à penser une politique d'un développement durable du tourisme en s'appuyant sur les technologies digitales. L'intégration, l'immersion des touristes dans la culture et dans le patrimoine d'un pays, plus qu'un tourisme de masse. هذا الموضوع هام جدا في مجال تطوير السياحة والصناعة التقليدية باعتبار نحن نعيش عصر الرقمنة عصر التكنولوجيات الحديثة التي لا يمكن أن نستغني عنها. Le colloque n'est toutefois que le prélude d'une longue série de manifestations scientifiques ayant pour but d'encourager l'industrie culturelle et touristique. Eh bien voilà, le colloque international, les enjeux de la culture et du tourisme à l'ère du numérique, eh bien organisé par le département de l'architecture de l'Université des sciences et technologies Mohamed Boudiaf Usto, eh bien ici même à Oran. Alors c'est un colloque international qui nous concerne de très près, bien sûr, et à l'ère du numérique. Et bien, pour en parler, nous avons avec nous, alors, professeur Delila Chardouane. Alors, vous êtes professeur à l'université du département d'architecture. Moi, je dis toujours que c'est de l'architorture. C'est une façon de voir. Oui, parce que ce sont des études qui sont très dures. Voilà. Alors, quand on voit des étudiants, d'ailleurs, qui ont dépassé complètement le cap des 5 années, donc bravo. Hein. Oui, tout à fait. Ça va? Oui, ça va. Pas trop stressé, ça va? Moyennement. On est sympathique, non? Oui, très fort. Voilà. Allah يسلمك, merci. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Monsieur Toufir Sahraoui. Alors lui aussi, il est professeur à l'université de l'USTO Mohamed Boudiaf et vous êtes aussi au département d'architecture. D'abord, merci pour cette aimable invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Merci encore une fois. C'est Sahraoui Ibrahim Toufir. Je suis enseignant au département d'architecture. D'accord, Brahim Toufir. Brahim Toufir et architecte aussi. J'exerce aussi. Aujourd'hui, donc, je suis bien entourée puisque ça tombe bien puisque nous sommes encore au mois du patrimoine, quoique vous, en tant qu'architecte, vous allez me dire le mois du patrimoine, c'est toute l'année. Quoique parce qu'il n'y a pas une nation qui ne parle pas de son patrimoine, parce qu'on est représenté déjà, le patrimoine, il fait notre civilisation, il fait notre histoire et ainsi de suite. Alors vous avez communiqué par contre au colloque international. D'ailleurs, c'est un colloque qui est très important pour Oran. Alors, bien sûr. Oui. Voilà. Alors, quelle est l'importance de la tenue de ce colloque international? Bon, il faut savoir qu'il y a une conjoncture mondiale. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation numérique qui est en train de changer nos habitudes à nous tous. C'est-à-dire on est en train de consommer autrement, de communiquer autrement, de voyager autrement. Et forcément, elle va impacter le domaine de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine. Bien sûr, parler du patrimoine, c'est parler de la culture, forcément, surtout en Algérie. Il y a un patrimoine très riche, aussi bien matériel qu'immatériel. Parler de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine, c'est indirectement parler de son attrait touristique. Effectivement. Et voilà les rapports sur lesquels le colloque veut parler dans cette conjoncture de l'ère numérique et dans aussi une conjoncture favorable puisqu'il y a une volonté politique du plus haut... D'ailleurs, surtout que ces temps-ci, ça parle quand même de la numérisation de tous les secteurs. Hein. Absolument. C'est-à-dire il y a une volonté politique, il y a une volonté des pouvoirs publics au plus haut niveau de l'État pour aller dans cette dynamique-là, dans cette numérisation. Donc voilà l'opportunité et la conjoncture favorable par rapport à la tenue de ce colloque. D'ailleurs, vous avez communiqué lors de ce colloque international, d'où l'intitulé de votre conférence, ce sont documentation numérisée,
Tourisme, Voilà. oui. Non, Documentation numérisée du style néo-mauresque. Et vous avez choisi un joyau architectural d'Oran, c'est la gare d'Oran. Absolument. D'ailleurs, c'est un joyau architectural magnifique, pardon. Donc de l'époque coloniale française, qui a vu d'ailleurs la signature du décret de 1800, je crois, 57. Mais ils ont commencé déjà on va dire, les travaux en 1900. Je crois 8, non 1908 et les travaux et la gare a été inaugurée en 1913. Exactement. Et d'ailleurs, même, elle a été mise en place et a ouvert ses portes pour les voyageurs en 1913. En effet, la gare d'Oran, c'est un cas illustratif d'une architecture locale qu'on appelle le style néo-mauresque en Afrique du Nord. D'ailleurs, quand on rentre à la gare d'Oran et on regarde un petit peu autour de nous, quand on voit alors, il faut vraiment apprécier ce site, d'ailleurs, qui se raconte à travers ses murs, à travers ses plafonds, à travers ses dessins, à travers c'est magnifique. Il faut venir, moi je fais un appel à toutes les personnes qui viennent visiter Oran. Donc, allez-y, faire un petit tour à la gare d'Oran, c'est magnifique. Mais avant de revenir vers vous pour parler un petit peu de votre conférence, donc nous avons avec nous Madame Emina Chardouane. Delila Chardouane. Pardon? Delila. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Emina, mais franchement. Il y a une Emina qui pense à vous. Certainement. Alors, s'il y a une Emina qui pense à moi, ben, je lui fais un petit coucou et bonjour Emina. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui. Ça va? Vous êtes détendu? Oui, ça va. Eh bien, voilà. Ouais. Donc, on parle un petit peu du colloque qui s'est tenu le 14 et le 15. Donc, quel est le but de ce colloque? Vous, en tant que professeur au département de l'architecture. Donc, ce colloque parlait un peu de la culture, du patrimoine et du tourisme. Et c'est un sujet qui m'importe par rapport à mon sujet de recherche. Et donc, j'ai profité de cette occasion pour présenter une communication intitulée « Le tourisme culturel au temps des Jeux méditerranéens ». Ça, c'est super intéressant parce qu'on a déjà vécu ce moment, d'ailleurs. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait beaucoup de guides, des jeunes guides qui se sont intéressés aux sites historiques. Et ils ont même élaboré des applications. Des applications, exactement, voilà, pour un petit peu faire visiter Oran à travers ces applications. Oui, justement, parce qu'il y a le comité d'organisation des Jeux méditerranéens qui s'est intéressé à ce secteur du tourisme culturel. Donc, avec l'appui de la direction de la culture et aussi avec l'OJCB, et plusieurs acteurs de la ville d'Oran. Donc, ils ont fait des choix de 10 circuits touristiques. Et ces choix sont faits par rapport aux sites touristiques, enfin, au patrimoine classé. Classé, donc, oui. Donc, tel que le Palais du Bey, tout à fait. les bains turcs, non, pas encore. Pas encore. Donc, mais attendez, mais je pense que c'est classé parce que du moment que Sidi El Houari, c'est un patrimoine. C'est un secteur sauvegardé. Exactement, sauvegardé. Mais il y a des sites qui sont en cours, mais c'est pas encore. D'accord. Parce qu'on a une liste de 40 biens culturels classés. Donc, ces circuits, ils ont pris les édifices par rapport à cette liste. Donc, il y avait 10. Il y avait le cité Oran Tower, et puis il y a le circuit ottoman, le circuit vert, le circuit... il y en avait plusieurs. Oui, donc, des voilà. grands noms, des personnalités qui sont originaires d'Oran aussi. Parce qu'il y a eu quand même on va dire non, attendez, pas des sentiers, non. On va dire, c'est des circuits. Oui. C'est des circuits, quand on parle par exemple des écrivains qui ont marqué Oran, donc ce sont des circuits d'écrivains qui ont marqué d'Oran, c'est-à-dire ils partent là où ils ont vécu, là où ils donnaient des conférences, là où ils ont séjourné. Donc il y a eu quand même pas mal de... Non, de ce côté-là, il y a un projet de circuit qui est initié aussi par la direction de la culture. C'est le circuit cinéma, le circuit théâtre, mais c'est juste un projet qui va, Inch'Allah, être réalisé et mis en place prochainement.
on Exactement. l'espère. Alors vous, en tant que professionnel de l'architecture, en tant que professeur d'architecture, la tenue de ce colloque, de ces colloques internationaux d'ailleurs, qui concernent un petit peu tout ce qui est préservation du patrimoine, etc. Est-ce que vous auriez aimé introduire des jeunes architectes, voire des étudiants en architecture? Oui. Effectivement, grâce à ce colloque, et puis il y a eu beaucoup d'experts étrangers qui sont venus, il y a même des propositions de partenariat avec l'université pour des formations en numérisation et autres nouvelles technologies. Il y a eu même un échange, je crois, culturel entre des universités, je crois l'université de Lusto avec le département d'architecture, avec, je crois, Strasbourg, exactement. D'ailleurs, ce qui a attiré mon attention, chers amis téléspectateurs, c'est que les jeunes étudiants français, c'est qu'ils ont même leur thèse, le sujet de leur thèse constitué, c'était sur Sidi Louari. D'ailleurs, pour et là, ça m'a vraiment fait plaisir, parce que dire que Sidi Louari, quand même, il a fait beaucoup parler de lui, et c'est un quartier d'ailleurs qu'on surnomme l'âme d'Oran. Donc d'ailleurs, juste pour un complément d'information, les étudiants de Strasbourg sont là en ce moment. Effectivement, ils sont restés, il reste 15 jours. Ils sont à Lusto, ils travaillent en collaboration avec des étudiants. D'ailleurs, sur la thématique de Sidi Louari, ils font des sorties sur Sidi Louari. Il y a un travail, il y a une dynamique en cours sur Sidi Louari. Et ça fait plaisir, hein, quand même. Oui, bien sûr. Parce que là, ils vont un petit peu connaître et savoir aussi que Oran a été construite en 902 par des marins andalous, et à Sidi Louari, d'ailleurs, la première borne, c'est à Sidi Louari. Donc, alors parlez-nous un petit peu de votre conférence. Alors, moi, je traite de la gare d'Oran. Vous l'avez parfaitement présenté. Parce que je suis une passionnée de patrimoine. Très bien. Ah, j'adore. Très bien. Donc alors vous êtes bien servi, parce que vraiment Oran est très riche de son patrimoine architectural. La gare d'Oran de manière particulière, parce que c'est une architecture locale à Oran, le style néo-mauresque. Donc c'est des éléments d'architecture anciens qui ont été réinterprétés par l'architecte à l'époque, Balru. Et donc moi mon travail c'est de reprendre le relevé de la gare d'Oran de manière numérisée, de faire une maquette numérique identique au réel, et d'introduire toute la documentation historique. Donc c'est une nouvelle manière d'accéder à la connaissance, au lieu qu'elle soit d'aller chercher les livres et de les rassembler. Donc on a sur un modèle en 3D toute l'information concernant cette gare. Ça permettra aux visiteurs, bien sûr, d'accéder à l'information. Ça permettra aussi aux opérateurs en matière de restauration et de réhabilitation de planifier leurs projets, aux architectes d'intervenir dessus, aux gestionnaires d'exploiter la route. Donc on a ce qu'on appelle un clone numérique de cette gare-là, qui va permettre d'intervenir, de simuler son devenir aussi, de voir, de traiter quelles sont les éventuelles dégradations qui peuvent arriver. D'ailleurs, quand vous parlez de dégradation, je pense que vous êtes au courant qu'il y avait quand même devant la gare d'Oran, il y avait une locomotive qui s'est complètement effritée. Et c'est dommage qu'on n'a pas pris soin de ce monument qui représentait justement les cheminots, on va dire, et les chemins de fer. Oui, ça raconte toute l'histoire du chemin de fer et d'une certaine manière l'histoire de l'Algérie, parce que l'histoire du chemin de fer, c'est aussi l'histoire de l'Algérie. Donc voilà, le travail que j'exposais, c'était ça. C'était une confrontation des expériences, parce que le travail se fait aussi ailleurs. C'était en partenariat avec l'université de Constantine aussi, avec d'autres universités dans le monde. Et donc, ça nous a permis un échange des expériences, une mise à niveau des connaissances. Ça a permis aussi d'apporter des outils d'aide à la décision au pouvoir public, puisque le ministère du Tourisme y était présent. Oui. Et ça a permis aussi de voir comment la connaissance scientifique aujourd'hui peut être au service des professionnels en matière de culture et de tourisme, notamment l'élaboration des concepts qu'on appelle le e-tourisme, le concept de l'intelligence culturelle dont on parle aujourd'hui. Donc comment arriver à
à matérialiser ces concepts-là et les présenter aux professionnels. Voilà. Ça, c'est très intéressant parce que là, je suis partie complètement avec vous à la gare d'Oran. Devant, justement, alors il y a une très belle horloge. Oui. Par contre, Oui. très très belle. Oui, c'est D'ailleurs, c'est l'emblème de la gare d'Oran. On ne peut pas partir à la gare d'Oran et ne pas admirer cette belle horloge et notamment aussi le buffet. Le buffet, absolument. Et le buffet. Et puis il y a aussi un élément qui est très 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 particulier à la gare d'Oran, c'est le hall central et cette coupole-là avec avec le Moqarnasat, donc avec les stalactites qui sont au-dessus. Et c'est un élément très particulier de l'architecture islamique, mais là il revient avec une nouvelle forme. Donc c'est pour ça, ça fait très particulier à Oran et c'est ce qui fait l'intérêt de cette recherche et de cette étude et de sa mise en valeur surtout. Oui. Surtout, oui, bien sûr. effectivement. Alors, et quel est le but justement de votre, on va dire, de votre intervention? Le but de l'intervention, c'est d'exposer la recherche parce qu'elle est en cours, elle n'est pas encore finie. C'est-à-dire le but, c'est de redessiner, de reprendre la gare d'Oran, mais sur un modèle numérique. Elle va exister comme un modèle numérique en 3D qui sera capable d'intervenir dessus avant d'intervenir réellement sur la gare. Voilà, donc le but, c'est de numériser la gare et d'introduire sur ce modèle numérique toute l'information historique, technique sur les matériaux, sur la structure. Vous êtes en train de me parler de la numérisation du site. D'ailleurs, on va la voir sur tous les réseaux sociaux peut-être, pourquoi pas. Oui. Donc, et le site sera numérisé. Et là, je suis partie complètement ailleurs parce que j'ai même imaginé d'autres sites d'Oran numérisés. Alors ça, c'est juste magnifique, époustouflant. Parce que quand on voit un petit peu, on imagine un petit peu le palais du Bey, on imagine le fort d'Oran, le fort de Santa Cruz, on imagine aussi l'église Saint-Louis, etc. Même les mosquées qui font la ville d'Oran, là, c'est qu'on se dit ça va être magnifique, surtout si ça va concerner même les places, les belles places d'Oran. Quand on parle de belles places, c'est que j'imagine la place de la République, là où il y a les arbres amoureux et la première préfecture d'Oran. Donc là, c'est juste magnifique. D'ailleurs, un des partenaires qui ont organisé le colloque, en plus de Madame Senhaji, du professeur Senhaji du département, c'est le professeur... Qui devait être présente avec nous, mais malheureusement, elle est partie. Elle était appelée elle a été appelée aller jurer dans une soutenance en France. Alors, c'est professeur Zindine Sefej, qui est, lui, spécialisé dans la construction des visites virtuelles des musées et des sites historiques. C'est-à-dire que son expertise, lui, son domaine, c'est la réalisation de visites virtuelles avec des casques de virtualité, de VR, ce qu'on appelle de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Ils ont déjà fait le musée du Bardo, ils ont déjà fait d'autres sites historiques en visite virtuelle. Et sur le net, on peut accéder à ces sites de manière sans y être, c'est-à-dire sans être c'est magnifique de rester chez soi et découvrir des sites qui ne font pas partie déjà de notre ville. Donc, on peut visiter d'autres villes d'Algérie à travers cette numérisation. Donc, ça va être possible. Et donc, ça peut aussi concerner la gare d'Oran. On peut la visiter avant de la visiter, ce qui donnera encore plus d'enthousiasme, de motivation pour la voir en vrai. Oui, mais en vrai, c'est mieux que la numérisation. Parce que je vais vous dire, c'est magnifique. C'est un site historique magnifique. Alors, je reviens vers vous aussi. Alors, vous avez j'allais vous dire soutenu. Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah, très bien. Donc, l'intitulé de votre conférence, c'est Tourisme culturel à Oran au temps DJM. Donc, pourquoi avoir choisi ce thème ? Bon, le thème, c'est par rapport aussi, c'est un thème d'actualité très pertinent. Oui. Donc, c'est dans le contexte aussi du colloque. Donc, c'est parmi les axes dirigeants de ce colloque. Et puis, la question, c'était de voir comment la ville d'Oran a profité des Jeux méditerranéens et comment elle a profité de cette opportunité pour promouvoir son tourisme et son tourisme culturel. Et elle a profité ? Oui, de certaine manière. Donc, cet événement, il est sportif.
Mais il y a d'un autre côté aussi, il y a ces activités, il y a un ensemble d'activités culturelles et artistiques qui ont animé la ville d'Oran. D'ailleurs, ces jeux ont mis la ville d'Oran sous les projecteurs. Effectivement, oui. Et donc, depuis aussi les Jeux méditerranéens, il y a eu un impact qu'on ne peut pas nier, un impact économique, un impact socioculturel. Donc, on voit des croisières se poser sur Oran. On voit aussi, voilà. On pourrait dire que cette opportunité a été bien... Oran a bien profité de cette... Oran était au centre de la Méditerranée, d'ailleurs. C'était elle, la capitale de la Méditerranée. Surtout que Oran est très belle. C'est la raison pour laquelle on la surnomme la ville aux 100 visages. Voilà. Donc, on finit avec la ville aux 100 visages. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Inch'Allah, et merci à vous. La prochaine fois, vous n'allez pas me dire que je suis stressée. Ça va aller. Ça va. Merci, Monsieur Sahraoui. C'était un plaisir de discuter avec vous de ce site architectural magnifique, et certainement il y aura d'autres sites qui vont être numérisés par le département d'architecture. Eh bien, une escapade, on va dire, un petit peu rigolote, un brin d'humour. Eh bien, je vous propose un petit sketch de Khalti Zeza et on se retrouve juste après. افرحوا لي سي لا ديرنيير انوفاسيون تاع الحاج زازا الكوشمار شي فيني ربط 40,000 ولا 50,000 تحت الفوناره ونرقد وليدي والمنامات خيلي انا وعلاش وليداتي انا راقده بداك المنام ويجي حل مطلوس نتاع ولد بنتي جن وعينيه دقين كي القط جا نودني ميمة قلت له يعطيك حلق ميمة مالك قلت له علاش كي نكون في الكوشمار ما تنوضونيش وكي نكون في منام مليح تنوضوني هادي على بنادم ملي تكون حاكمت له يجري وموراه كي كل غالب كامل يهربوا منه قلت له ولدي راك نوضتني دلوع حبيبي راك فكرتني بالألفا فخلة ضربها اللي ما تطلع مولاها حتى يولي عجوز هو قابضها بيده وهي بزوج وهذا ولد بنتي هادو 6 ماشي واحد اسمح لي فيهم راجل بنتي خلادار نهارو شوفوا وليداتي اللي ولد الدريه ويسيبها وشو انا عمري ما شفت الكبده جو طابل 6 تحاسبوني بين يدي الله اللي عاملين كسروا بتاع الميزان تاع الاو ويعيطوا لي امي ما كي نقرب نخلص وانا فايقت لهم بتشبهم في الطريق قلت له اش يعبي عليا الجرا ديالك حمقوني تلعوني 6 تاع الدراري كي نحط بسين تاع الماكله تقسم على يهودوا 3 يطلعوا كي لي بيستون تاع السيسيلان الصينيه تاع القهوه كي نحطها شقورام يلعبوا البابي فوت المو عن هذوك نتاع حناها تاع جدها تاع با كامل دعدعوهم تهلاش تضربني نضربك ورك علي قلت له ودي عبي عليا الجرا ديالك يا حبيبي قلت له الدراري ما يترباو غيبين باهم وامهم الولد ما يترباش هكذا والله هذا منين يكبر قلت له السيئات كامل اللي يعملهم يتبيراو في الكونت ديالك قال لي ما تفهمناش ضحكني كي قال لي ما فهمنا قلت له لي نهار اللي زوجتو وكنت غير حبيبتي عينيا نمتك البارح هيا هاد الحليوه هيا الشيكولا هوا بتزويز وانتي نتنقص واليوم منين نعمل 6 تاع الدراري ما نتفاهموش ياك يسمى غير هكذاك وما نتفاهموش قلت له يشهد الله الا نكره وليدات بنتي قلت له بين الكبده والكبده شن كاين؟ قال لي كاين الملفوف قلت له كاين المراره الزواج الناس بكري يقول لك سي ان فواياج الزواج سي ان فواياج ولو باجاج بريسيو هو المراه بنادم منين يكون مسافر يعبي فاليزه تاع الديامو هذيك هي مراته يرقد ما يطلعهاش من يده يغيب ما يطلعهاش من يده يخونوها له المراه امانه في رقبتك يا ولدي عن الشيطان يا حبيبي Comme ça, oui, ça. شكرا شكرا. Voilà, nous sommes en direct.
Super. Voilà. Eh bien, là, on reçoit un grand professeur éminent. Alors, lui, il est dans la correction de l'acuité visuelle. C'est monsieur Abdelilah, c'est docteur Abdelilah Chiali. Alors, vous êtes dans la chirurgie ophtalmologique. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous On remercie est honoré beaucoup. de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, surtout que vous faites quand même la une de tous les réseaux sociaux, surtout quand ça concerne la correction des myopies. Déjà, on va commencer par qu'est-ce que la myopie? C'est un terme assez banal, puisque pratiquement, on pourrait dire que 25% du monde entier, sur les 8 milliards qui sont sur notre planète, il y a 25% qui sont atteints de myopie. Donc, c'est une condition, c'est un défaut de vision, c'est pas une maladie, c'est un défaut de vision. D'accord. On est avec un globe plus ou moins court ou long. Donc, c'est ça ce qui fait la différence. Quand on a un globe oculaire long, on est myope. Et lorsqu'on a un globe oculaire court, on est hypermétrope. Et ou bien on est normaux. Là, et donc, alors là, oui. c'est que je suis complètement à côté. Oui. Très bien, donc soit long, donc on est myope. On est myope. Et quand c'est court? Oui, et on est hypermétrope. Donc ça veut dire dans les deux cas? Et dans les deux cas, on a besoin de correction. De correction. Parce qu'on voit flou. Parce que sur le plan physique, les rayons, les faisceaux qui rentrent par la cornée, ils sont directement, il y a un point focal au niveau de la... Alors si c'est au point... Si c'est la longueur, elle est normale, donc il se fixe sur la rétine, et donc on voit très, très bien. Les gens n'ont pas besoin de lunettes ni de correction. Mais s'il est long, le point focal, il est en avant de la rétine. Et donc l'image, elle est floue. Et plus c'est grand, et plus c'est flou. D'accord. L'hypermétrope, c'est le contraire. Quand il est petit globe, le point focal c'est haut, il est en arrière de la rétine. Et donc, on voit flou. Donc, il faut ramener ce point focal sur la rétine pour bien voir. Très bien. Et là, interviennent tous les types de corrections. Parce qu'il faut corriger quand même ces gens qui voient mal. Oui. Et ça, c'est depuis des années. Je vous dis même une chose, ça a été découvert, même Ibn Sina, dans le temps, il avait fait une révolution en mettant des verres à la disposition de certains gens qui voyaient mal, et ça donnait des résultats. Donc vous voyez qu'on est quand même très loin. Ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça ne date pas d'aujourd'hui, pour la correction. Et depuis, ça s'est amélioré, évidemment, avec les verres, avec les lentilles, on peut en parler tout le temps. Donc, bien sûr, oui. Alors, et quels sont les types de myopie? C'est par degré, je pense, non? Oui. Donc, je vous dis, donc, c'est à partir du moment où le globe oculaire il est long, il y a un degré de myopie. Donc, plus le point focal il est loin, et plus c'est le degré de myopie. Alors, évidemment, ça peut aller de -1 jusqu'à -30, malheureusement, -35 dioptries. Pour améliorer. On parle Vous de êtes en train de me dire -1, -30 et tout, et là, je commence à faire ça. Je me suis dit non. Oui. Donc ça c'est et on peut la corriger en dehors, on va dire, on peut après enlever les lunettes, enlever carrément les lentilles de contact. Bon, là vous parlez d'un moyen pour enlever les lunettes, c'est complètement différent de ce que les gens présentent une myopie, donc on doit quand même les appareiller. Et donc, on les appareille parce que pour rendre, comme je l'ai dit, donc le point focal sur la rétine, il faut mettre quelque chose. On met des lunettes concaves pour les myopes, et donc ces faisceaux vont se converger sur la rétine. Et on voit net. Et tout dépend du degré de votre myopie. Et c'est ça qui fait la différence entre une petite myopie qui a besoin d'un petit verre, et puis d'autres qui ont besoin d'un gros verre. Donc, vous voyez, et ensuite, il y a les lentilles. Maintenant, ça s'est amélioré par les lentilles. Effectivement, les lentilles, maintenant, ça facilite beaucoup les choses. Et donc, on peut corriger ces deux types. Mais on est toujours dépendant d'un artifice pour bien voir. Soit des lunettes, soit des lentilles. Et ensuite est venue la chirurgie réfractive. Donc ça, ça a révolutionné les choses. Et c'est ça où on peut discuter, si vous voulez. Donc, oui, bien sûr, de la nouvelle technique. C'est autre chose que les lunettes et les lentilles. D'ailleurs, c'est pas
une nouvelle technique. D'ailleurs, quand on a eu un petit briefing entre nous, donc vous m'aviez dit non, ce n'est pas une nouvelle technique, mais c'est une technique qui a toujours existé depuis plus de 12, 13, voire 15 ans. Là, vous parlez d'une technique récente qui s'appelle le smile. Exactement, non, mais j'y arrive. Attendez, parce que là, il faut aussi mettre l'accent aux téléspectateurs que vous n'étiez pas en Algérie. Vous avez exercé en dehors de l'Algérie. D'ailleurs, vous étiez aux États-Unis pendant, je crois, 6, 7, 10 plus ans. De 8 ans. Plus de 8 ans, voilà. Donc, et on a eu la chance, on va dire, de vous revoir, revenir en Algérie et nous ramener ces nouvelles techniques. Donc, parlez-nous un petit peu de cette révolution de la correction de l'acuité visuelle. Bien. Moi, toute ma vie a été consacrée à l'élaboration de la correction parmi d'autres pathologies, notamment la myopie. Donc, j'ai été tout le temps en train de voir comment améliorer les conditions de vie et de vue des gens qui sont myopes. Et donc, à travers tous les départements dans le monde où j'ai participé, soit par des techniques, soit par de la recherche, à améliorer la vision. Et là où j'ai eu quand même la chance d'avoir avec moi des professeurs de renom mondiaux, Herbert Kaufman et Magdalene McDermott, qui sont des sommetiers mondiaux. Donc j'étais avec eux aux États-Unis. Donc ils ont révolutionné la chirurgie de la myopie en introduisant des lasers pour corriger la myopie. Donc, ça n'a rien avec les lentilles ou bien des lunettes, c'est du laser. C'est du laser, oui. Donc, c'est chez eux que ce sont les pionniers dans ce domaine. Et moi, j'étais avec eux. Donc, j'étais quand même... Donc, vous avez acquis une certaine expérience? Beaucoup. Beaucoup, évidemment. Donc, on a démarré donc, sur les lasers. Les lasers, alors, au départ, c'était techniquement, c'était sur la cornée. Ensuite, on avait enlevé un capot pour corriger. Donc, toutes ces techniques-là font que, par laser, on a amélioré le système et qu'aujourd'hui, on a le smile. Donc, vous voyez, donc, si vous voulez, parmi toute la tendance à corriger, il y a eu des techniques qui ont donné des résultats, qui ont donné aussi des complications. Et voilà, parce que là, quand vous me dites que c'est une correction qui dure juste quelques secondes, voilà. Mais après, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait des risques? Est-ce qu'il y a des risques et des complications? Oui. Parmi la chirurgie réfractive, auquel j'ai commencé dans les années 80, j'ai commencé par la kératotomie radiaire. Qui veut? Je ne pourrais même pas vous en parler parce que c'était, je dirais pas horrible, mais c'était difficile à entendre parce qu'on mettait une lame sur la cornée pour corriger les gens. Ouh là là. Donc vous voyez, on est très loin de la simple 30 secondes qu'on est aujourd'hui. Donc vous voyez qu'au départ, et ça a donné de bons résultats. J'en ai fait plus de 1000 cas qui ont été publiés. Et donc, je n'étais pas le seul, et puis maintenant en Europe et aux États-Unis. Et donc, les résultats étaient bons. Bon, ça ne veut pas dire qu'on perforait la cornée, mais on faisait des incisions qui étaient donc bien guidées. Et les gens commençaient à voir juste après les résultats. Et ensuite, il y a eu des lasers, comme je l'ai dit, donc laser qui est sur la cornée, ça a donné des haze, c'est-à-dire des opacités de la cornée, c'était pas bien. Ensuite, ça a changé. Ensuite est venu le LASIK. Et ensuite, il est venu le LASIK en 95. Donc, j'ai démarré en 95 le LASIK et depuis, on en a fait beaucoup et qui était devenu une technique assez bonne sur le plan conception de l'architecture cornéenne, parce que c'est ça le plus important. Il faut mettre les gens en train de bien regarder tout en conservant leur œil. L'architecture, la résistance de la cornée. C'est ça ce qui est important. Parce qu'il ne faut pas donner juste une vision et puis vous voyez bien et puis après il y a des complications. Oui. Le LASIK a démarré en 95 et ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de gens qui font le LASIK parce qu'on considère que le LASIK a donné de bons résultats. Alors quelle est la différence entre le smile et le LASIK? Voilà. Donc, une fois que on en a fait beaucoup de LASIK, le LASIK a la particularité de travailler sur une couche de cornée qu'on soulève. On coupe la cornée, à peu près le 1/4 de la cornée est coupée, et on soulève. C'est un capot. Et ensuite, on traverse, on met donc on met un deuxième laser. Alors, la coupure se fait soit par la lame, mais on le fait, soit par laser.
de coupure. Mon Dieu. Oui. Et ensuite, pour un organe aussi sensible. Oui, absolument. Et ensuite, on passe à un autre laser où on corrige la myopie. Et ensuite, on ferme le capot et on dit, c'est bon. Alors franchement, Voilà. professeur, il vaut mieux que le malade ignore toutes ces étapes. Alors, hein. ça c'était pour la ZIC. Je suis en train de Oui. graduellement qu'est-ce qui a pu avoir comme bonne conséquence et comme bonne correction pour le suivi du patient. Alors, donc c'est l'évolution. Ensuite, en 2010. Moi, j'étais dans des congrès, je fais beaucoup de congrès. J'ai vu une machine chez Zeiss, enfin, je ne veux pas dire le nom, mais donc c'est eux qui ont fait cette priorité de pouvoir mettre en place cette technique-là. Et donc, ils m'ont dit, voilà, on présente une nouvelle technologie pour corriger la myopie. Ça s'appelle le SMILE, ce n'est plus la ZIC, ce n'est plus le SMILE. J'ai dit, bon, ben, montrez-moi, je suis profane, je suis dans la technique. Bon. Alors, dès qu'ils m'ont démontrer cette technique-là, on avait travaillé. Alors, c'était complètement le jour et la nuit. Le jour et la nuit entre le LASIK et entre le SMILE. Alors, le SMILE ne coupe rien du tout. C'est ça, vous voyez la différence? Parce qu'on coupait maintenant, on coupe rien. C'est qu'on coupe et le SMILE, on coupe non, pas. On ne coupe. C'est les rayons au-dessus du globe, sont absolument. Alors là où je vous mets un petit peu en confiance, zéro douleur. Zéro douleur. Zéro douleur. Donc, il y a des rayons qui viennent sur la cornée, absolument aucune douleur. Le patient voit le spot lumineux et le laser, il est en train de travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Il ne détruit pas comme détruit le laser, parce que le laser, c'est quand même c'est une machine un petit peu dangereuse. Il émet des effets donc brûlants qui brûlent la cornée. Donc, alors, au niveau donc de cette coupure, alors donc on enlève un petit lenticule. Alors, si on revient un petit peu à ce que j'avais dit pour pouvoir corriger, donc soit on met des lunettes, soit on met des lentilles, soit on travaille sur la cornée. Donc, vous voyez, c'est les trois types. Donc, alors, attendez, c'est juste pour qu'on puisse un petit peu comprendre. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au SMILE, on passe par soit des lunettes, soit des lentilles. Mais il faut passer par cette étape? Oui, ou alors oui. on part directement? Non, en étant jeune, oui. D'accord, en étant jeune. Et au-delà de 40 jusqu'à ans? stabilité, de 21 ans, 22 ans, stabilité. Ah, d'accord. Et on voit, donc, à travers beaucoup d'examens qu'on fait chez le patient, pour se retrouver avec, disons, donc, une stabilité. Et là, on propose, disons... Et à partir de quel âge on peut y aller? À 21 ans, 22 ans, on peut quand même aller jusqu'à 55 ans, 60 ans, et opérer même des gens de 60 ans qui demandaient, donc... donc, la correction qui se faisait, c'était soit par des lunettes, soit par des lentilles. Maintenant, on l'a fait par laser. Alors, le laser, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève un petit bout, donc, de la cornée. Il enlève un petit bout de la cornée, soit par la ZIC, comme je l'ai dit, après une coupure, soit après un laser qui coupe justement et on enlève un petit lenticule. Donc, il y a un petit morceau qui est enlevé à partir d'une petite fente de 1 mm. Bon, on ne parle pas des 320 degrés du capot. C'est 1 mm, on enlève le lenticule. C'est génial. Et l'après-midi, c'est cicatrisé. Et on a des résultats spectaculaires parce que il n'y a pas de coupure, les gens, il n'y a pas de l'armement. Et on peut revenir à notre, on va dire, à notre vie normale. Oui. Les lasers sont tellement précis que exactement ce que vous avez comme amétropie, c'est degré de myopie, on la donne au laser et le laser fait son travail avec l'aide du chirurgien, bien sûr. Et donc là, le lendemain, vous êtes à zéro, c'est-à-dire que vous voyez très très bien et vous avez une très bonne vie. Le lendemain, ce n'est pas le LASIK et non la PK. Je ne parle pas de la PK, c'est une autre technique auquel les gens souffrent parce qu'on enlève l'épithélium. C'est une autre technique. Oui. Donc on est arrivé donc, au 0 degré, 0% de non-douleur, ce qui est fabuleux et qui existe depuis 12 ans dans ce pays, en Algérie, que j'ai moi-même introduit en 2011 et que je pratique depuis 2011. Ben voilà. Donc ça date pas ni d'aujourd'hui ni d'hier. Hein. Donc ça date depuis quand même des années. Peut-être quand vous avez réintégré le pays, je pense. Vous avez ramené cette nouvelle technique. La technique est sortie en 2010
Et tellement j'ai été, on peut dire, tombé amoureux de cette technique. Et j'ai ramené la technologie. J'ai fait bien sûr un stage en Allemagne, etc., etc. Et là, donc 2011, j'ai démarré le Smile. Et depuis, je ne fais que ça. J'ai mis une croix sur le LASIK. Donc, et maintenant, les gens commencent à venir pour faire du Smile. Pour le Smile. Ouais. Alors, d'ailleurs, moi, quand j'ai vu Smile, c'est le sourire. C'est rendre le sourire à toutes les personnes qui ont quand même une acuité visuelle qui est très basse, qui est très... Alors, mais quelles sont les contre-indications et à quel moment on peut opérer, c'est-à-dire on peut opérer avec le Smile, bien sûr, et à quel moment on ne peut pas toucher à l'œil? Oui, ce sont des contre-indications de toute chirurgie réfractive. Quand le laser va sur la cornée, il faut qu'il trouve une cornée saine, aucun défaut. Et là, il y a toute une batterie d'examens qu'il faut absolument faire. On est obligé de le faire et c'est obligatoire de détecter s'il y a une anomalie sur la cornée. Parce qu'après, ça ne va plus. Donc, il faut qu'une cornée soit saine. Elle est saine, je ne vous fais pas peur, mais elle est saine dans 95% des cas. 95% des cas, les gens présentent une cornée saine. Et à ce moment-là, donc, on peut aller vers donc, le laser sans aucune difficulté. Et les gens sont très contents. Ils conservent l'architecture cornéenne de par le Smile qui est très important par rapport au LASIK, qui enlève quand même un bon bout. Et c'est là toute la différence entre le LASIK et le Smile. Oui. Entre les deux. Et vous, généralement, vous conseillez le Smile, bien sûr. Je ne fais que ça. Mais depuis, bien sûr. Depuis des années. Depuis des années. Et je ne veux pas revenir au LASIK parce que c'est une technique qui affaiblit l'architecture de la cornée. Et il y a beaucoup de complications qui sont dues justement à ce capot. Le LASIK possède le capot. Je vous ai dit qu'il y a un capot. Et ce capot-là, c'est lui qui fait la différence. Parce que c'est lui qui provoque toutes les complications du LASIK viennent du capot, pas pour autre chose. Et quand il y a des complications, et c'est là le drame, les complications surviennent quand même dans 15 à 20% des cas. Imaginez 15 à 20%, s'il y a 10 millions de gens qui ont été opérés, il y a quand même 150 000 qui ont des problèmes. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est le capot. Mais au niveau du Smile, il n'y a pas de capot. Donc, toutes les complications qui sont dues au capot n'existent plus au niveau du Smile. Et c'est là toute la différence. Et c'est pour ça que je ne voudrais jamais revenir au Smile, au LASIK. Au LASIK, exactement. Voilà, donc le Smile, c'est la nouvelle technique, c'est la nouvelle technologie des dernières années, pas de une ou de 2 années, ça fait plus... On a quand même un recul, parce que les gens aiment bien avoir un recul. Ils disent, qu'est-ce qui se passe dans 5 ans, dans 10 ans? Eh bien, le recul est extraordinaire. On publie jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, j'allais poser la question, qu'est-ce qui se passera après l'intervention du Smile, on va dire, voire quelques années après? Est-ce qu'on peut retourner vers notre myopie ou alors ça va être corrigé à vie? C'est une très bonne question. Beaucoup de patients me posent cette question. Alors, je vous ai dit au départ qu'on n'opère que les gens qui sont stables. Effectivement, oui. Donc, à partir du moment où on opère, parce que la myopie, elle a quand même une ascendance à la puberté, aux environs de 21 ou 22 ans, ça commence, surtout pour les petites myopies, à rester stable. Pour les fortes myopies, ça peut quand même avancer un petit peu. Mais, donc, si on a une myopie stable, ça veut dire que si on fait une opération, elle restera stable, parce que la myopie est stable. Très bien. C'est pas que le LASIK, ou bien le LASIK fait des régressions. Parce qu'on a étudié beaucoup de cas où le LASIK, parce qu'il fait une brûlure, et donc cette brûlure-là occasionne des retours à la myopie. On en a vu plusieurs cas après le LASIK, mais pas avec le Smile. Le Smile, il n'y a pas de brûlure, c'est juste une coupure. Les deux lasers sont complètement différents. L'un, il brûle, l'autre, il coupe. Il y a toute une différence entre eux. Il y a une sécheresse au niveau du LASIK qui n'existe pas au niveau de... Donc, les différences sont énormes entre le LASIK et le Smile. Et donc, quand on opère quelqu'un qui a une myopie stable, ça va rester stable toute sa vie. Eh bien voilà, le Smile, c'est la raison pour laquelle que ça s'appelle le Smile, c'est-à-dire le sourire on garde le sourire toute la vie. Exactement, on garde le sourire toute la vie, on garde aussi notre acuité visuelle nette, donc toute la vie. Merci beaucoup, professeur Chiali, c'est un plaisir de partager avec vous le plateau et certainement on va vous recevoir dans d'autres Bonjour d'Algérie d'Oran, bien sûr, pour parler d'autres corrections liées à d'autres pathologies
pathologies liées à l'acuité visuelle. Merci beaucoup, Tout le plaisir. docteur Chiali. Donc, je le rappelle aussi que docteur Chiali est professeur en chirurgie ophtalmique. C'est ça? Oui. Voilà, très bien. Et c'est toujours un plaisir. Ouais, Merci c'est beaucoup. plaisir partagé, madame. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, sujet de Selim Skandar. Alors, lui, il s'est intéressé à l'association nationale culturelle Kakidor de Mostaganem. On se retrouve juste après. Dans le cadre des activités du Festival national de théâtre amateur de Mostaganem et afin d'encourager l'écriture dramaturgique, une soirée a été organisée à la Maison de la Culture pour la remise du prix Kakidor. الهدف هي أن نكونوا كتاب جدد شباب ونكونوا رصيد من الكتابة الدرامية لأن نسمع كثير نقص النصوص المسرحية. هذه فرصة فتحنا الباب باش الناس والغاية كذلك حنا نطبعوا هذه النصوص نحاولوا باش مع وزارة الثقافة وباش نطبعوا هذه النصوص اللي تدخل في المكتبة وتولي إضافة للرصيد المسرحي الجزائري. La cérémonie des remises des prix s'est déroulée en présence de plusieurs figures du 4e art algérien et qui a connu la consécration du jeune dramaturge Abdelghani Zahani de la wilaya d'El Mghayr. إنه لشرف كبير في الحقيقة أن يقترن اسمي باسم قامة كبيرة كقامة عبد الرحمن كاكي ولجنة التحكيم أيضا المشكورة على ذلك التي تضم أسماء كبيرة أيضا في الساحة الأدبية والثقافية الجزائرية. الجائزة بالنسبة لي تعتبر حافز أكبر للإبداع أكثر وتطوير أدوات إن شاء الله في المستقبل ونتمنى أن تتعمم كما سمعنا أن تكون جوائز للطفل ولمسرح الطفل وغيرها. فيما يخص الكتابة فيما يخص هذه حاجة مهمة لأن حاجة مهمة لأن تخلق كتاب والبلاد مخصوصة. والفكرة أنا اللي عجبتني هو تاع كاكيدور تكون كل ولاية تكرم رجالها وتكرم الناس اللي خدموا البلاد. نقول لك لار en général يطلع. Les activités du Festival de théâtre amateur de Mostaganem se poursuivront à travers des ateliers et des conférences, et ce jusqu'à la prochaine édition du festival en juillet prochain. Il va ramener. Moi, je commence toujours avec mes invités. D'ailleurs, je disais à l'organisateur de cette occasion, de cette grande occasion d'ailleurs, et c'est très important, l'écriture théâtrale, et qui s'est passée à Mostaganem, au fief même du théâtre. D'ailleurs, c'est le berceau du 4e art. Donc, on reçoit avec nous l'organisateur et l'initiateur de cette initiative, on va dire, c'est M. Mohamed Bouden. Bonjour. Bonjour, salam alaikum, sabah khair. Vous allez bien? C'est toujours un plaisir. Le plaisir partagé. Le parfum de Mostaganem est arrivé à Oran. Merci. Et bien sûr, vous êtes accompagné de monsieur, c'est un grand monsieur d'ailleurs que tout le monde connaît. C'est toujours un plaisir de partager avec lui le plateau du Bonjour d'Algérie. C'est monsieur qui n'est plus à présenter d'ailleurs. C'est monsieur Bouziane Ben Achour. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Je vais très bien et je suis encore mieux quand je suis avec vous. Le plaisir est partagé. D'ailleurs, quand on m'a dit il y a 2 jours de ça, il va ramener le président de jury, justement, M. Bouziane Ben Achour, je me suis dit, mais ça, c'est un honneur pour moi. D'ailleurs, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, vous êtes journaliste. Et la liste est très longue, d'ailleurs, plusieurs casquettes et la liste est très longue. Donc, on va parler aujourd'hui de l'organisation du concours d'écriture théâtrale. Donc, parlez-nous un petit peu de cette initiative. Voilà, donc, sous le patronage de Madame la ministre de la Culture, Madame Soraya Mouloudji, oui. Donc, nous avons organisé la 6e édition du Golden Kaki, Kaki Dahabi. Le Kaki, c'est un concours national d'écriture dramatique, de pièces de théâtre.
Donc dédié à notre maître feu Ould Abdelrahman Kaki, Abdelkader Di Kaki, un grand dramaturge algérien metteur en scène. Donc le concours cette année a été organisé depuis janvier 2023. Nous avons reçu 26 textes, dont 2 en langue amazigh. Et nous avons constitué un jury composé de 3, dont M. Bouzia Ben Achour, notre dramaturge, journaliste. Le parcours est très... Vous avez bien ciblé d'ailleurs la personne. Hein. Encore professeur docteur Lila Ben Aïcha de l'université de Stif et le docteur Rabah Wadif d'Alger. Ah ben voilà. Donc c'est à eux qui ont eu l'honneur de la tâche difficile. La besogne difficile. Elle était très d'étudier ces textes difficiles. Ouais. D'ailleurs, quand on parle de la vraie besogne qu'ils ont eu à voir, d'ailleurs, et vous avez dit qu'il y avait 2 textes en amazigh. Là, vous m'aviez tendu une belle perche. C'est en quelle langue, justement, il y a eu des textes qui ont été déposés? Est-ce que c'est en langue arabe, française et amazigh, ou alors uniquement arabe et amazigh? Pour cette année, pardon, monsieur. Bien sûr. Cette année, c'était juste arabe et langue amazigh. Très bien. On n'a pas eu d'autres... En langue nationale. Non, c'était en langue nationale, arabe. Oui. Bon, même Derja, la 3e langue, et langue amazigh. Il n'y avait pas de la langue française. Très bien. Alors, quel a été le nombre de participations? 26 textes. 26 textes. De Constantine à Oran, à Tamarrasset. Donc c'était national, c'est un concours national. Oui, d'accord. C'était le national. Très bien. 26. Il y avait même la plus jeune auteure, c'était le Bourg, elle étudie en médecine, première année médecine, 21 ans. Elle a participé. Oui. Ça fait plaisir quand même de voir ces pépites comme ça évoluer dans l'écriture théâtrale qui est très importante d'ailleurs. Alors quels ont été les critères justement de ces textes? Non, mais on s'est basé sur des critères de dramaturgie. Et puis, sincèrement, pour aller très vite, je sais que l'émission est assez... Vous connaissez très bien l'émission d'ailleurs. Non, c'est qu'il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir. Les textes que nous avons eu le privilège et le plaisir de lire étaient des textes très bien écrits, trop bien écrits. D'ailleurs, ça a été très difficile de les départager. Et enfin, on a même demandé au comité qui a organisé cette grande rencontre autour du grand monsieur qui est Ould Abdelrahman Kaki, de voir comment éventuellement donner d'autres prix. Parce que il y avait les 3 langues, l'arabe algérien, le dialectal, l'arabe le fosha, et puis la langue tamazight. Mais les 3, il y a une donnée qui les traverse, toutes ces langues-là, c'est le mustawa. Il y avait du niveau. Peut-être un peu moins pour le théâtre en direction de l'enfance, de l'enfant. Disons que les textes n'étaient pas très... Mais de manière générale, et les textes étaient d'un excellent niveau. Et surtout, comme vient de le dire M. Bouden, c'est des textes qui venaient de partout. Et c'était difficile de les départager? On avait bien sûr établi un barème entre nous 3, entre Madame Ben Aïcha, qui vient de Sétif, M. Houadef d'Alger et moi-même. On a essayé de trouver... on a essayé d'être les plus justes possibles, mais croyez-moi, ça n'a pas été une tâche facile, parce qu'on a peur éventuellement de ne pas donner raison à ceux qui avaient raison. Parce que ça demeure essentiellement un travail subjectif. Il y a de la subjectivité dedans. Mais on estime avoir fait, je ne sais pas, humblement, un travail équitable, disons-le comme ça. Donc, je disais que les pièces venaient de partout, surtout du pays profond, surtout de notre grand sud, ce sud
épatants, fantastiques. Il y a eu des pièces de Touggourt, de Oued Biskra, Tamarrasset. Est-ce qu'il y a une différence entre l'écriture du Sud, entre l'écriture du Sud, l'écriture de l'Est et l'écriture de l'Ouest? Est-ce qu'il y a une différence? Non. Est-ce que les sujets sont différents? Ce qui m'a personnellement ému, je vais dire, c'est que les gens du Sud ont une maîtrise impeccable de la langue arabe. Et puis aussi, parce qu'on a on dit que le théâtre vient du Nord. Or, les gens du Sud assimilent très bien ce théâtre et pour certains auteurs et autrices, ils avaient cette maîtrise des règles du théâtre, parce que le théâtre a ses règles, contrairement à la nouvelle ou au roman, et ces règles-là sont bien assimilées. Et cette fois-ci, la grande surprise nous vient du Sud, parce que les premiers prix ont été du Sud. Et une pièce amazigh, une pièce en langue amazigh. Et cela, ça veut dire que, comme je le disais au départ, ça veut dire qu'il y a une bonne relève, une bonne patte. Dans ce contexte-là, monsieur le Mezhoud Nasr, qui a eu le premier prix en langue amazigh, il a fait des stages d'ateliers d'art dramatique à Mostaganem il y a une douzaine d'années à Mostaganem. Mezhoud, il a fait deux ateliers d'écriture d'art dramatique. Il est de quelle ville? De Béjaïa. C'est en langue amazigh. Le premier prix, c'est en langue amazigh. Sur 26 textes en langue arabe. Il y a deux textes en langue amazigh et 24 textes en langue arabe. C'est la langue amazigh qui vient en premier. Eh ben voilà. C'est magnifique, c'est cette Algérie plurielle qu'on adore. C'est notre identité. C'est notre identité, oui. Voilà. Il y a Mezhoud Nasr, premier prix, le Golden Kaki, le Kaki Dahabi. Le deuxième, Abdelghani Zahani de Wilayat al-Mghayr. Avant, c'était l'Oued. Avec les wilayas. Avec le nouveau découpage. Découpage. Al-Mghayr. Il a eu le kaki d'argent. Troisième prix, c'est Abdelmounem Bessaïh, Touggourt. C'est une wilaya. Vraiment plaisir. Et le quatrième prix, le kaki d'encouragement, c'est Abdelhadi Dahdouh de Tamarrast. Ah ben voilà, il y a quand même, on va dire... les trois prix, ils sont du Grand Sud. Exactement, du Grand Sud. C'est ça la bonne et la surprenante nouvelle. Parce qu'il y a une cinquantaine d'années, 60 ans, 10 ans, le théâtre, c'était les grandes villes du Nord. Effectivement, mais cette fois-ci, il y a eu... qui prenaient le monopole. Absolument. Cette fois-ci, il y a une inversion. Avant, on venait au festival de Mostaganem soit pour participer, soit pour écrire dessus. C'était essentiellement des villes du Nord, ou disons à 200, 300 km du nord. Maintenant, on est dans le Grand Sud. Et c'est ce Grand Sud qui nous surprend agréablement en venant et qui donne le pion au trône du Nord. C'est le feeling du Sahara. Absolument. Le feeling. Ouais. Non, et puis, pour dire aussi que le théâtre algérien, ou le théâtre en Algérie... Il ne se limite pas uniquement au Nord. Absolument. Et puis, il y a une présence des villes de l'intérieur. Oui. Ces villes de l'intérieur qui n'avaient pas de salles. Les grandes salles se trouvaient au nord de l'Algérie. Ces villes de l'intérieur qui n'avaient pas de salles et qui, pour certaines, n'ont toujours pas de salles, aujourd'hui, elles sont là pour dire qu'on existe, et on existe à travers le théâtre. Et un théâtre de très bonne facture, sur le plan de l'écriture. Alors, juste une toute dernière question à vous, Monsieur Bouziane Ben Achour, parce que vous étiez président du jury, vous étiez président du jury lors de ce concours. Donc, quelle a été la thématique, on va dire, la plus répandue à travers ces 26 textes? La thématique la plus répandue interroge l'humain, cette fois-ci. Il y a beaucoup de pièces qui tournent autour de l'être humain, de sa subjectivité, parce qu'il y a une trentaine, quarantaine d'années, c'était des pièces plutôt d'ordre, entre guillemets, collectif, qui posaient des problèmes. Mais maintenant, c'est l'humain qui est placé au milieu des préoccupations de ces jeunes auteurs avec eux et son eux. Donc, cette thématique-là est très, très intéressante. Elle pose
quelque chose de nouveau pour nous. Elle pose cette thématique de l'être humain, de l'individu. L'individu au milieu du troisième millénaire. Et puis, il y a autre chose. Les gens qui ont eu des prix sont tous, on les sent formés à l'international. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bouzien Ben Achour. C'est un plaisir que de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Je le rappelle que vous avez plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, vous êtes venu avec la casquette du président de jury du concours d'écriture théâtrale qui s'est passé à Mostaganem. D'ailleurs, c'est le berceau du théâtre. Eh bien, merci aussi, un grand merci à vous, Monsieur Mohamed Bouden. Alors vous, je le rappelle que vous êtes président de l'association Le Kaki d'Or. Alors, puisqu'on parle de Mostaganem et de l'association Le Kaki d'Or, eh bien, on salue aussi à travers notre émission nos compatriotes qui se trouvent à l'extérieur du pays, parce que hier, j'ai été contactée par une personne qui est établie à l'étranger. Eh bien, elle, c'est la nièce de Ould Abdelrahman Kaki qui présente son petit coucou à sa maman, éventuellement. Alors, elle, c'est Fatima Zohra Maza, alors qui passe le bonjour à sa maman, Al-Hadja Ould Abdelrahman, qui est la sœur de Ould Abdelrahman Kaki, et aussi à tous nos compatriotes, où qu'ils soient, en dehors de l'Algérie. Voilà, et ça a bien tombé hein, quand même. Hein. Absolument. C'est un excellent concours de circonstances qui a fait bien que... sûr. Oui, Maintenant, on passe le bonjour à Al-Hadja Ould Abdelrahman Kaki. Ould Abdelrahman, oui. Al-Hadja, la sœur de Ould Abdelrahman Kaki. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci. D'ailleurs, alors maintenant, on va faire un petit tour à travers le salon du safran. Alors, sujet signé Khaira Boutaleb et lecture Salim Skandar. Lui, c'est Yassine. Il est agriculteur à Oran. Il s'est spécialisé dans le safran, l'épice la plus chère et la plus convoitée dans le monde. Une expérience dont les résultats sont très prometteurs. بدينا بهذه كأول تجربة باش نعرفوا لا تنجح ما تنجحش. الحمد لله من عامها الأول عطات نتائج لا بأس بها. درت قنطار اللي هي عطاتني المردود الأول كأول سنة، عطاتني 37 غرام. إن شاء الله ماذا بيا أنايا نعاود نزيد نطور هذه. Le salon du safran, dans sa deuxième édition, a été une occasion pour faire la promotion de la culture du safran et de sa commercialisation dans le marché national et international. ونستعملوه كدواء، نداو به اكثر من 200 مرض. وحاليا نحن في التطوير تاعو باش نديروا ليكستراكسيون تاع الويل اسونسيال، يخدموا منه دي بارفان دي ميديكامون وكاين كلش، واكتوالمون نديروا منه الصابون. المنتجات اللي كاينين الزعفران، كاين الزعفران الخام كما يقولوا بمختلف تعليباته، وكذلك كاين الصابون، خدمنا الصابون تاع الزعفران وزيت الشعر تاع الزعفران وعسل بالزعفران، ورانا نحاولوا نسوقوا الزعفران ونلقاو له خاصه مع مشاكل التسويق نتاعو، كاش ما نلقاو يعني تسويق الى الخارج. انا كل ستور اللي ندخل له راني نشوف سقسيه كيفاش واعره، كيفاش واش من الفوائد، كيفاش راكم تزرعوه، وقتاش تزرعوه، وقتاش تخرجوا الغله نتاعو. في الحقيقة يعجبني الحق. الهدف من هذا المعرض الوطني هو إبراز القدرات الإنتاجية في ميدان الزعفران، قدرات الإنتاجية الفلاحية، وهذه تندرج ضمن تعزيز الاقتصاد الوطني والإنعاش الاقتصادي. Encourager les agriculteurs à s'essayer au safran, tant les conditions climatiques en Algérie lui sont favorables, pourrait être bénéfique à l'économie du pays. On parlait de l'épice la plus chère au monde, c'est l'or rouge, le safran d'ailleurs qu'on utilise dans nos mets les plus savoureux. Alors d'ailleurs j'étais en train de dire aux messieurs qui sont là avec moi, c'est que
ça donne un goût, le vrai safran, ça donne un goût. L'autre qu'on utilise dans nos, on va dire, dans nos marmites, c'est uniquement du colorant. Mais ce safran, le vrai safran, qui est cher, malish, on l'achète cher, mais quand même, on l'utilise. Exactement. Donc, pour parler de la deuxième édition du Salon du Safran, eh bien, nous avons avec nous M. Rabah Haman. Alors, lui, c'est l'un des organisateurs du salon. Bonjour, marhaba bik. Merci madame. Ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Alhamdulillah. Bien, merci de nous avoir ramené du safran déjà. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Exactement, parce que quand on parle de safran et on ne voit pas le safran, c'est comme si on n'a rien fait. Hein, franchement. Et on reçoit aussi alors un monsieur, pas des moindres, c'est monsieur Raouf Hirash. Alors vous êtes chef de service à la direction des services agricoles. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va, merci et vous. Ça va bien. Merci vous bien. Êtes très détendu, hein? C'est votre première télé? Oui. Ah bon? Oui. Une première télé comme ça? Télé. Vous êtes fait pour être animateur, là. Merci. Ben voilà, merci. Très bien, donc on parle de la deuxième édition du Salon de Safran. Alors, le condiment le plus cher, on va dire, du monde. Donc, parlez-nous un petit peu de cette deuxième édition. Bonjour tout le monde. Donc, la deuxième édition du Safran, du Salon d'Oran, c'est une réussite. C'est une réussite totale. On a eu quand même environ 12 exposants, donc 12 wilayas qui ont participé. Donc, je pense que ça a été une réussite totale. Et j'espère que la troisième édition sera encore plus meilleure. Ah ben certainement, voilà. Parce que certainement il y a des échos, donc il y aura quand même des représentants et ceux qui font justement la culture de ce condiment le plus cher, on va dire l'épice la plus chère au monde. Donc certainement ils vont venir pour exposer leurs produits. Ouais. Exactement. Donc il y a eu combien d'exposants Il y a eu 12 exposants. Un exposant qui représente chaque wilaya. Voilà, chaque wilaya, exactement. Donc on a eu beaucoup de producteurs de l'Est du pays. Donc Constantine, on a eu Umbouaki, Batna. Voilà. Donc bien sûr, il y a même la région Est. Est-ce que là, c'est que je m'adresse à vous, Monsieur Hirash. Alors, quand d'ailleurs, le salon et les exposants, ce sont des représentants de l'Est, pratiquement. Est-ce que parce que c'est le climat qui s'y prête? Oui, beaucoup. En plus, il y avait un exposant d'Oran ici. Il y avait un exposant. Il y avait un exposant d'Oran. On l'a vu d'ailleurs au sujet de Khaira Boutaleb, qu'on salue, notre journaliste de l'information. Oui, il y a eu une expérience ici qui a donné. Ça a donné, c'est ici à Oran. Oui. Donc, c'est un produit qu'on peut cultiver pratiquement dans tout le pays, hein, pas forcément. C'est pas forcément des zones bien précises, c'est ça? Oui, et le but du salon, c'est ça, c'est de faire connaître ces gens, de les faire apparaître et les faire connaître. Et on aimerait bien que Coran soit la Mecque du safran. On le souhaiterait. Hein. le centre du safran. Oui, du safran en Algérie ici. En plus, c'est un produit local, bio, de haute valeur, une valeur inestimable pour le safran, surtout de cette année. Hein. Et quelle surface minime qu'elle soit? On va dire, vous commencez par quelle surface pour pouvoir... Pas beaucoup. Ça ne nécessite pas beaucoup de Donc, à votre avis? Le producteur peut éventuellement un peu plus... Oui. La surface, on peut cultiver ce qu'on veut, mais pour 1 kilo par exemple, pour vous donner à peu près une idée, il faut un terrain de football pour 1 kilo de... Voilà, j'allais vous poser la question. Comment on fait? Voilà, c'est 1 kilo. Donc, est-ce compliqué la culture du safran? Est-ce que c'est compliqué? Non, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué parce que c'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'eau. Donc déjà, c'est un acquis parce qu'on a quand même un problème d'eau en Algérie. Donc il ne demande pas beaucoup d'eau. C'est une plante qui
qui s'y prête très bien. Bon, il n'a pas besoin, c'est-à-dire d'un sol particulier, donc un sol normal. Est-ce que la production est suffisante pour exporter? Justement. Bien sûr. Justement. Bien sûr. Le but, il est là. Quand c'est un produit qui est d'une valeur inestimable, en plus, pour les industries, l'industrie locale, les micro-industries, les cosmétiques, il y a pas mal de débouchés pour le safran. Il n'y a pas uniquement oui, bien côté. sûr. Il y a même pour le cosmétique. Cosmétique, il y a pas mal de débouchés. En plus, c'est un produit d'une valeur inestimable qu'on peut exporter. Mais là, il faut l'intervention de l'État. Là, carrément, il faut l'intervention des pouvoirs publics pour pouvoir organiser cette filière, l'organiser, structurer, encadrer, pour qu'ils puissent, ces gens-là, se faire connaître, se faire... qu'est-ce que je peux dire de plus voilà. Qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire qu'il faut que ces gens-là soient encadrés. Les producteurs des safraniers, oui, voilà. Ils sont un peu partout dans le pays. Hein. En plus, le salon, il est fait pour ça, pour faire connaître ces gens-là, pour qu'ils puissent commercialiser leur produit final. Donc c'est un produit qui oui, coûte un peu. C'est un produit qui coûte cher. Déjà, c'est un condiment qui coûte excessivement cher. D'ailleurs, quand on voit un petit truc comme ça qui coûte dans les 3 000, 4 000 dinars, donc heureusement qu'il y a le salon, la tenue du salon, pardon, pour un petit peu sauter sur les occasions, parce qu'il y a quand même le prix. Il y a des promotions. Il y a des promotions lors du salon. Donc là, c'est que vraiment, on se rend compte que c'est un condiment qui est déjà pas difficile, très facile, mais quand même pour avoir 1 kilo, il faut quand même c'est que la période la plus délicate pour la culture, c'est lors de la cueillette. Voilà. La cueillette de la fleur. Là, il faut des mains sensibles, donc des mains féminines plutôt. Voilà, j'allais le dire, des mains féminines. Des mains féminines douces, parce que c'est une fleur qu'il faut bichonner. Très bien. D'accord, il faut vraiment la bichonner. C'est un condiment qu'on bichonne, d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'il est cher, d'ailleurs. Justement, il est cher. Donc, et malheureusement... Ça peut donner du boulot à ces femmes-là au niveau de... Exactement. C'est une source de revenus inestimable. Très bien, donc nous sommes à la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, et certainement, on va vous recevoir dans d'autres occasions. Pourquoi pas. C'est avec un énorme plaisir. Au marhaba bikum à n'importe quel moment. Et on se donne rendez-vous lors de la 3e édition du salon. Alors, sans plus tarder, avant de rendre l'antenne, donc on fait un petit coucou à Houeri et Abdelhaq Monkash qui nous suivent tout le temps de la ville, de la très belle ville d'Orange. Alors, ce sont nos compatriotes qui sont établis à l'étranger, à qui on fait un petit coucou et on dit qu'on est là pour vous accompagner lors de vos matinées et bien sûr lors de votre petit déjeuner. Un petit coucou aussi à Taleb Sofiane et à sa princesse de 3 ans, Aïcha Rodina. Et bien sûr, on présente nos vœux à la famille Ben Youssef, particulièrement à Khalidou, notre collègue et caméraman, pour la naissance d'un joli poupon prénommé Ryan et prompt établissement à la maman et Mabrouk alikum Inch'Allah. Donc, quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On se donne rendez-vous le mercredi prochain. Alors jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi sera assuré par nos amis de la centrale Alger. Et bien sûr, le mardi prochain, ça va être nos amis de la station régionale de Constantine. Et nous, on aura rendez-vous le mercredi prochain avec d'autres plateaux, d'autres invités. Bon week-end. Ciao. Take a look at you and me, we're meant to fly.